Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Cédric, je suis venu ce soir pour parler de Winch, en fait, qui est un moteur de synchronisation de données pour mobile. En fait, c'est un petit peu lien avec le talk précédent de Nabil, puisqu'en fait, c'est un moteur de synchronisation clé-valeur en SQL. Et en fait, non seulement il comprend une base embarquée, bien entendu, mais en plus, il ajoute un layer de 5 qui va vous permettre facilement dans vos applications de récupérer les données en local pour que votre application soit plus rapide, tout simplement qu'elle ne dépend pas constamment du réseau et qu'en plus elle puisse fonctionner même sans réseau, dans le métro, dans un magasin, n'importe où. Et donc je vais vous parler de Winch dans le cadre d'une application qu'on a lancée dans le cadre de Woodstock, donc la société dans laquelle je travaille, qui s'appelle Overlay. Donc qu'est-ce que c'est que Overlay? Donc c'est une application mobile, iOS Android, qui vous permet en fait tout simplement, en utilisateur final, d'acheter des produits sur catalogue. En fait, l'application, je vais la détailler tout à l'heure, elle comprend un kiosque avec tous les catalogues disponibles. Vous choisissez un catalogue, ensuite vous avez simplement qu'à scanner la page en question. On vous présente les différents produits, vous les ajoutez dans votre wishlist, vous les partagez, vous pouvez les acheter directement sur le site du marchand. Et en fait, toutes les données de cette application sont gérées par Winch, par le moteur qui se charge vraiment de maintenir les données à jour et de les rendre disponibles dans l'application. Pour que justement l'accès aux données soit rapide et simple. Donc l'application est live, vous pouvez la tester, si vous avez le catalogue IKEA qui fait partie des catalogues référencés, donc n'hésitez pas à la télécharger. Alors, on avait prévu une démo live, malheureusement on m'a dit que la BSDV ne marchait pas, donc je me suis rabattu sur les slides statiques. Je vais vous faire un petit tour d'horizon pour que ce soit un peu plus concret avant de zoomer sur la façon dont les données sont rangées dans l'application. Donc en fait, quand vous téléchargez l'application, la première chose qu'on vous demande, c'est de choisir votre pays pour sélectionner le kiosque qui vous convient. Donc imaginons que vous cliquez sur France, il y a une petite synchronisation de données qui démarre. Une fois la synchronisation terminée, vous arrivez directement sur le kiosque avec les données à jour. Donc là, la seule chose à faire, c'est de démarrer, et vous choisissez en fait un catalogue. Là, on va scroller. On va choisir IKEA. Vous cliquez sur IKEA et à partir de là, les données correspondant à ce catalogue sont rapatriées. Ce qui veut dire qu'une fois que le catalogue est synchronisé, vous êtes tranquille, vous pouvez vous en servir où vous voulez, à l'étranger, quand vous voulez. Ensuite, on vous propose justement de lancer le scanner en fait, pour IKEA, qui va vous permettre de scanner les pages du magazine papier. Donc vous cliquez sur oui. À partir de là, vous justement profitez du confort du magazine papier pour pouvoir faire votre liste de Noël par exemple. Vous repérez une page qui vous intéresse, vous présentez le scanner, vous la scannez, les données sont présentées instantanément, il n'y a pas d'appel réseau, justement, les données sont là, c'est rapide. Ensuite, vous pouvez justement rajouter des produits dans votre wishlist qui sont stockés en local, c'est quelque chose que permet Winch, justement, on peut ranger des éléments en local, elle persiste. Et ensuite, vous avez accès plus tard à votre wishlist, où vous pouvez, à partir de là, directement aller sur le site du marchand pour pouvoir acheter le produit ou avoir plus d'informations. Donc, la question maintenant, c'est de zoomer un peu plus sur Winch et la façon dont on range les données dans Winch et comment ces données sont synchronisées. Donc, pour ça, je vais juste me focaliser sur l'écran d'accueil, celui qu'on appelle le kiosque, en fait, qui présente les catalogues. Donc, en fait, dans ce kiosque, justement, on a une entité catalogue. Et donc, un catalogue, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, donc c'est des métadonnées. Derrière les réunions, en fait, on a le type du catalogue, le marchand, on a choisi un pays, donc il y a comment dire, la currency, on a un identifiant pour le pays, etc. Ça, c'est des données. Et en plus, on a évidemment la couverture du catalogue, l'image, un fichier linéaire qui est affiché dans l'application. Donc en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on range ces données, justement, en parlé tout à l'heure, dans le système des valeurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système des valeurs, il est intéressant pour la simple raison que vous allez ranger les données de telle manière à ce qu'elles soient directement disponibles quand vous allez les requêter. C'est ça la mission. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de table, etc. Vous les rangez directement comme vous en avez besoin au cours de tâche. Donc en fait, la façon la plus classique de faire, c'est de se dire voilà, j'ai une entité catalogue, finalement, c'est un document, je vais le représenter en JSON. On a de serialisation, j'aurais pu faire autre chose, mais qui est très courant. Tous les langages qui savent partie des autres. Et donc en fait, on a un système de valeurs à clé niveau, donc c'est très simple. La clé, en fait, je vais choisir un identifiant unique pour mon catalogue, et puis la valeur, ça va directement être mon blob JSON. Sauf qu'ensuite, on a l'image. Donc comment faire? C'est très simple, là aussi, l'image, je vais l'héberger sur un serveur, sur S3 quelque part,
et en fait, dans mon JSON, je vais directement stocker l'URL de l'image. Donc ça c'est bien, mais en fait, imaginons que justement, vous perdiez le réseau, que la connexion soit très mauvaise, si vous n'avez pas l'image, constamment vous allez devoir taper le réseau pour la récupérer, vous allez devoir gérer du cache, etc. C'est un petit peu embêtant. En fait, on peut mieux faire. Bon. Une solution alternative, c'est de dire, ben voilà, c'est très simple, en fait, j'ai envie d'embarquer justement toutes mes données dans l'application, donc au lieu d'avoir fait un de l'image, je vais carrément embarquer l'image. Sauf qu'en JSON, je ne peux pas stocker de binaire. Donc, la tienne, je vais convertir mon binaire en base 64 et je vais stocker la string en question dans le document. C'est une solution que beaucoup de personnes utilisent. Elle a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça prend plus de place. Il y a un inflate dû à l'emballage base 64. Le deuxième, c'est que vous allez justement consommer un peu plus de CPU, donc vous allez justement décoder pour le décoding base 64 avant de faire le principe de JPEG. Et ensuite, le troisième problème, c'est que finalement, tout ça, c'est pas très homogène. Vous allez avoir un document qui brasse des métadonnées, du binaire. Quand vous allez vouloir développer votre application, ça va être un petit peu embêtant à un moment donné d'aller dire je prends passer un document de JSON pour passer un image, le passer dans un image loader, etc. C'est pas très bien. Et donc en fait, la solution idéale avec Witch, c'est d'utiliser ce qu'on voit en bleu ici, qui s'appelle des namespaces. En fait, tout simplement, vous avez la liberté dans Witch, donc c'est une base de valeurs synchronisable, on va en parler, mais de splitter en fait vos données, de les segmenter dans différents namespaces. Donc en fait, vous avez cette liberté-là. Donc vous allez tout simplement créer un namespace pour les catalogues, pour les métadonnées, dans lequel vous allez ranger juste les métadonnées de JSON. Et ensuite, vous pouvez tout à fait ranger le binaire, ce que vous voulez. Donc là, on va créer un deuxième namespace dans lequel vous allez avoir comme clé le catalogue ID et comme valeur directement le bloc JPEG rangé dans le namespace. Et là, cette fois-ci, au moins c'est simple, vous pouvez, quand c'est le moment d'afficher l'image dans l'application, directement venir lire les données dans cette partie, dans ce namespace, et vous avez quelque chose de plus simple. Alors, la question maintenant c'est, ok, je vais avoir des données de différentes entités, je vais les segmenter, je vais les stocker dans un certain nombre de namespace, est-ce que ça va être compliqué? Comment je vais maintenant synchroniser, comment je vais récupérer ces données? Donc, c'est là qu'en fait intervient la notion de synchronisation. Dans Witch, tout est packagé. Et donc, à haut niveau, vous avez directement, donc Witch, ça représente votre DB en application. Vous avez une méthode de 5, très haut niveau. Et en fait, cette méthode de 5, elle est capable d'accepter plusieurs namespaces. Tout simplement, vous segmentez vos données, et ensuite, vous allez lui dire, voilà, j'aimerais bien que tu me synchronises les métadonnées des catalogues et les couvertures, et vous lancez la 5. Et derrière, la vidéo, elle s'occupe de tout. Donc, les petites données sont regroupées, les grosses données sont sous-découpées, ce qui permet de paralléliser le transfert. Vous avez un transfert qui est rapide. Et en plus, il est consistant. Si jamais, en plein milieu du rapatriement des métadonnées, vous avez une erreur réseau, et bien, vous gardez l'état d'avant. Et si jamais tout se passe bien, l'état est mis à jour sur les deux namespaces. Donc en fait, à tout moment, vous n'avez plus à gérer de networking code, vous laissez l'outil travailler, et il va vous assurer de rapatrier les données de manière consistante et rapide, avec toutes les optimisations qu'on peut imaginer derrière pour le réseau. D'autre part, vous avez peut-être envie, dans certains cas, de dire voilà, j'ai envie de synchroniser ces données, mais peut-être pas toutes les images en fait. Je préfère les charger à la demande, peut-être plus tard dans l'application. C'est très simple, en fait, vous utilisez dans Witch le concept de sync week. Tout simplement, on dit voilà, je veux mes métadonnées des catalogues, par contre les images, je vais les synchroniser en week, ce qui veut dire que dans le système clé valeurs, on synchronise que les clés et pas les valeurs, ce sont des cases vides. Et en fait, plus tard dans l'application, vous allez demander à Witch de les loader, et vous allez loader par exemple juste l'image d'une de vos données. Ce qui permet de faire un trade-off entre les données qui sont sur le mobile et donc en local et les données qui seront chargées plus tard. Donc en fait, vous pouvez choisir une politique dans votre application et vous avez la flexibilité avec la 5 d'adapter en fait votre politique. Donc, un petit mot justement sur la couche de données. Comment on passe finalement de données, donc, comme on l'a dit, qui sont à plus bas niveau, rangées sous la forme de clés valeurs, à des instances d'objets. C'est quoi le cycle de vie des données? En fait, Witch, c'est une plateforme qui est composée d'une partie cliente et d'une partie serveur. En amont sur cette plateforme, vous allez prendre vos données d'entrée à vous allez directement les importer sur le serveur Witch. Witch va se charger de les retravailler, encore une fois, les petites données sont regroupées, les grosses données sont chunkées. Et ensuite, plus tard, côté client, vous allez intégrer le SDK et le SDK va se charger de synchroniser, de mettre à jour la base au cours du temps et vous allez justement rajouter une brique au-dessus de tout ça pour pouvoir donner sens aux données qui sont rangées dans la base.
Donc pour ça, typiquement dans l'application Overlay, on utilise une librairie qui s'appelle JSON, qui est très simple d'emploi et qui vous permet directement, à partir d'un blob qui vient de Witch, de transformer ce blob en une instance d'objet, ici un catalogue, pour pouvoir ensuite manipuler vos catalogues et construire une ligne dans votre site. Donc voilà, donc, très facilement en fait, entre vos données qui sont rangées à des niveaux dans Witch et vos instances, vous avez la capacité à faire un mapping direct et à obtenir vos objets. Donc, en fait, je crois que j'ai quasiment terminé, ce qu'on vous propose tout simplement, en fait, c'est d'essayer. Vous pouvez vous connecter sur witch.io, vous pouvez créer un compte. On est en phase de bêta, donc pendant la bêta, le produit est gratuit, le pricing est affiché en ligne, et on a tout un tas de documentation justement pour vous aider à prendre l'outil en main, et on est disponible évidemment pour les questions. Oui, en fait, le cœur de la librairie est codé en C, on a parlé de JMP tout à l'heure, donc en fait on a exactement le même moteur à plus bas niveau, WitchC, qui est enrobé sur Android et sur iOS évidemment, donc elle est cross-platform. Ce qui est intéressant pour des équipes justement qui auraient à faire des applications sur les deux environnements, c'est la même chose. Vous rangez vos données une seule fois en Witch Server et sur Android comme sur iOS, vous allez pouvoir de la même manière les récupérer. Alors, du desktop, c'est juste une affaire de temps, parce qu'en fait, la librairie est portable. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait, mais parce qu'on n'a pas encore la demande, on est vraiment focus sur le mobile, mais on pourrait tout à fait imaginer vous rendre disponible une version de Witch Client qui marche sur le desktop avec les mêmes capacités. Oui. Oui. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, JSON, grosso modo, on l'utilise dans l'application Overlay, qui est une application en fait, qui intègre Witch. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Witch, les données sont des valeurs, et sur les valeurs, on ne prend pas parti sur ce que vous stockez dedans. Vous pouvez stocker du message pack, du JSON, du binaire, ce que vous voulez, en format propriétaire. À partir de là, tout ce que Witch vous garantit, c'est qu'il va rapatrier vos données sur le mobile de manière performante et consistante. Sans que vous ayez justement, finalement, Witch vous apporte une meilleure synchronisation. C'est ça l'intérêt, c'est qu'en tant que développeur, vous arrêtez de passer du temps à faire toujours la même logique, on la factorise en même temps, et surtout, vous avez vos données en local, donc du coup l'application est beaucoup plus responsive et vous stockez dedans ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, c'est un peu une sorte de parse. Quelles sont les différences? Alors, parse, c'est vraiment une plateforme, on appelle ça un backend de service. Witch, on pourrait plutôt le voir comme une sorte de concurrent de Parse Data, sauf que Parse Data ne gère pas d'assemblée en fait. Il gère juste du cache, et c'est une grosse nuance. Typiquement, imaginons que vous consultez une application pour rapatrier les données, enfin, je sais pas, des e-books, et qu'en fait, dans cette application, vous ayez géré vous-même le cache avec une durée de validation. Donc vous avez un utilisateur qui va dire, ben voilà, moi je sais que je vais prendre un avion samedi, je vais synchroniser 2-3 secondes pour pouvoir aller lire tranquille pendant le vol, sauf que pas de chance, vous avez mis 48 heures de cache en été 3 jours avant, et quand il arrive dans son avion, le cache est vidé, il ne peut plus consulter ses données. Ça, c'est ce que Parse vous permet de faire. Et donc, oui, je vous permets d'éviter ça. Pour les serveurs, c'est vos serveurs? Alors, exactement, c'est nos serveurs. Aujourd'hui, on n'a pas d'offre, pas de prémisse. En gros, ce qui se passe, c'est que je ne l'ai pas dit là, mais ce qui est intéressant en plus, que vous avez avec Witch, c'est que dès que vous envoyez vos données dans Witch Server, elles sont repackagées, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, les petites données sont bundlées pour pouvoir faire moins de connexions. Les grosses données sont découpées, ce qui permet de faire de la reprise sur erreur, d'aller plus vite. Et toutes ces données, en fait, on les envoie sur un CDN. Donc, en plus, for free, vous avez la capacité tout autour du globe à avoir des transferts optimaux sans que vous ayez rien à faire. Donc en fait, ça c'est un petit peu un schéma simplificateur. Witch Server se charge de repacketer les données, il les envoie sur un CDN, et en réalité, le Witch Client ne dialogue jamais avec le Witch Server, il dialogue qu'avec le CDN. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas de problème de charge. Donc vous allez une application extrêmement populaire, pas de souci. On est tranquille, en fait, c'est Amazon qui a des problèmes, parce que nous, on stocke les données à l'arche de. Alors, c'est dans notre to-do list, concrètement. C'est peut-être pertinent de faire ça. Effectivement, dans notre to-do list, on a tout un tas de 5 policies qu'on veut rajouter au niveau du développeur pour pouvoir faciliter ce genre de choses.
Pour l'instant, voilà, c'est le développeur qui choisit sa logique applicative, qui dit voilà, j'ai envie de s'implémenter sur tel ou tel critère, et on pourrait imaginer concrètement voilà, avoir des push pour ça. Est-ce que c'est bidirectionnel? Est-ce que c'est la possibilité Non, aujourd'hui, c'est pas bidirectionnel. Donc, plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, le bidirectionnel, c'est vraiment contexte spécifique. Il n'y a pas de solution miracle qui marche dans n'importe quel contexte, c'est vraiment application spécifique. Et deuxièmement, c'est que dans notre culture, on met vraiment l'accent sur la simplicité. Et ce qu'on voulait, c'est couvrir vraiment la plupart des usages. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a peu de gens qui ont vraiment besoin de bidirectionnel au sens propre. En fait, on a préféré faire un système qui soit simple et qui couvre plus de 80% des cas. Sachant qu'en plus, oui, je vous permets d'écrire en local dans un namespace. Donc après, si vraiment vous voulez plus tard, quand vous avez plusieurs réseaux, propager des données sur vos serveurs pour une raison X ou Y, vous pouvez le faire avec Punchy. Il n'y a pas de 5 bidirectionnel nativement intégré dans l'outil, c'est vraiment de la 5 bidirectionnel. Master slave, c'est vraiment ça le. En fait, c'est un petit peu le A5 du mobile. C'est comme ça qu'on peut le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce au namespace, vous n'êtes même pas obligé de tout mobile et les mêmes données. Vous pouvez par exemple faire un namespace par utilisateur. Vous pouvez avoir dans une application justement un utilisateur qui va faire ses e-books et un autre qui va e-books. C'est pas parce que c'est centralisé que c'est le même pour tous, en fait. C'est segmenté.